Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. ODM Jewelry, c'est l'histoire d'une jolie rencontre, d'une chouette fille, Oriane de Munter, et d'un projet qui m'emballe, des bijoux qui se scellent pour toujours. Pour vous en dire plus, je suis ravie d'être ce matin avec Oriane. Oriane, bonjour. Bonjour Astrid, bonjour tout le monde. Alors je commence toujours avec cette première question qui est, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et c'était quoi le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Bonjour à tous, je m'appelle Oriane, je suis une femme de 37 ans. Ça fait maintenant plus ou moins 4 ans que j'ai lancé un concept de bijoux que je scelle sur les personnes. Et je fais à côté de ça mes propres créations, sur mesure, enfin voilà, j'ai ma petite marque quoi. Super. Qu'est-ce que je voulais devenir? Je voulais devenir une majorette. Ah, trop drôle. Ouais, avant. T'aimais le côté paillettes, danse. En fait, tous les samedis, j'habitais chez mes parents et il y avait un cortège qui descendait la rue avec des géants. Tous les samedis. Ouais, tous les samedis. Incroyable. Et j'étais la fanfare en fait. Ouais, la fanfare. Et en fait, et des majorettes. Il y avait des majorettes. Avec leurs petites jupettes et tout. Santiago blanche. Ah, vraiment? Ouais. Où habitais-tu? À Saint-Gilles. Ah, qui était... c'est connu, Saint-Gilles. Ouais, mais qui était assez populaire avant. Maintenant, ça a un petit peu changé. Et donc, du coup, au coin de la rue de chez mes parents, il y avait un vieux café dans son jus, enfin vraiment. Et tous les samedis matins, il y avait une fanfare, que tu dis, qui descendait la rue avec des majorettes. Et ces filles-là, elles te faisaient rêver. Rêver. Le lancer de bâton, les paillettes, le côté très blanc, on ne voyait qu'elle en fait. Et j'étais fascinée par ça quoi. Incroyable. Ouais, vraiment. Et alors que s'est-il passé entre ce rêve de majorette et la création de ta marque? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Ouais, tout à fait. J'ai eu un parcours quand même assez classique au départ, donc école classique, mais j'ai toujours aimé dessiner. Il y avait un côté créatif qui était en moi. D'ailleurs, mon cours préféré en humanité, c'était le cours de dessin. Au point tel que mes parents m'ont inscrit dans un cours de dessin aux Beaux-Arts. Cool. Donc ils t'ont accompagné sur cette passion. Voilà, ils m'ont accompagné sur cette passion. Donc tous les mercredis, j'allais au cours de dessin aux Beaux-Arts. Génial. Donc je faisais la terre glaise, je faisais du fusain, enfin il y avait vraiment un peu de tout. Et donc ça a vraiment développé mon côté créatif. Sortie d'humanité, d'ailleurs j'étais un petit peu en colère contre l'enseignement parce que en fait je me souviens être à mon examen de maths, mon oral de maths, donc en réto, en dernière année, et qu'elle me dit tiens Oriane, et toi, qu'est-ce que donc tu t'es inscrit en quoi, tu veux faire quoi? Et là, mes douches froides, je me rends compte qu'en fait ça va pas être juste les vacances, qu'en fait la vie elle commence là maintenant et que je dois choisir quelque chose. Et j'étais incapable à ce moment-là de me dire ce que je voulais faire. Je devais là maintenant choisir quelque chose qui allait déterminer le reste de ma vie. Moi je sais pas, je sais pas faire ça. Et cette colère, c'était ça, ce manque d'accompagnement. Mais complètement. Par rapport à cette décision qui te semblait à l'époque. Mais complètement, pas une seule fois. On a été à la rencontre, je sais pas moi, de pompiers, d'infirmières, c'est vrai. Enfin je sais pas, de peintres. Je trouve que il y a un manque énorme là-dedans quoi. On nous apprend des maths, mais est-ce que on devrait nous apprendre plus la vie, quoi. Et on ne nous projette pas dans des métiers, c'est surtout ça. On nous apprend des matières. Oui, voilà, qui sont complètement aseptisées du reste, et en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Et là, j'ai vraiment eu un choc et une colère en moi, quoi.
Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après? Mais là, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime le plus au monde? C'est de dessiner. Et j'aimais bien faire à ce moment-là une espèce de petit logo. Et donc, évidemment, un peu de manière un petit peu immature, je me suis dit logo, graphisme. Ok. Et donc, je me suis inscrite à l'examen d'entrée de la Cambre. Ok, génial. Bon, déjà, j'applaudis que tu sois partie de qu'est-ce qui me fait kiffer. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui me plaît, tu vois, c'est déjà un bon départ. Ouais, c'est vrai. Et, donc, ok, graphisme. Graphisme, cool. donc voilà, examen d'entrée. Bon, on était une soixantaine. Ils avaient tous entre 21 et 26 ans. Moi, j'avais 18 ans et j'avais juste mes cours du mercredi, tu vois, de dessin. Donc, franchement, voilà. Et donc, évidemment, j'ai pas été prise. Ah, ok. Le problème, c'est que quand tu sors d'un examen d'entrée à cette époque-là, il n'y a pas d'autres écoles artistiques ou créatives qui ont encore la possibilité de t'accueillir. C'est-à-dire que tous les examens d'entrée sont finis, donc tu te retrouves là, et quoi? Et donc, en fait, il ne reste plus que... Ben là, à ce moment-là, c'était l'UNIF, l'ULB, et donc j'ai fait Histoire de l'art. Ok, make sense. Voilà, parce que j'ai été recalée principalement pour ma culture générale artistique. Parce que les profs m'étaient dit, bah sinon, bah voilà, t'as une chouette patte, mais c'est vrai qu'il y a un gros manquement, c'est que... Ok, voilà. donc va étudier l'histoire de l'art et reviens... Voilà, dans quelques années, ou même l'année prochaine, retente le truc, quoi. Plus jeune. Je commence l'histoire de l'art, et là, je m'y retrouve pas. Je trouve ça chouette, c'est très théorique, il y a de la philo, ça m'intéresse pas tellement, enfin voilà, bref. Et je suis encore fort immature, donc je fais beaucoup la guindaille. Enfin, voilà, tu te retrouves dans le milieu de l'UNIF, donc tu guindailles plus qu'autre chose. Tu vas un peu à tes cours, mais voilà. T'es pas motivée. T'as tes premiers amours. Enfin voilà, t'es un peu ailleurs, quoi. Ouais. Et puis un peu en milieu d'année, je me dis, mais en fait, là, je ressens que je suis plus alignée, que je fais vraiment que du bullshit. Ouais. Et je me dis, ben en fait, moi, au lieu de perdre mon temps ici, je veux partir apprendre une langue. Trop bien. Et donc je vais chez mon père. Je dis, papa, en fait, je vais arrêter Histoire de l'art et je veux partir au Canada apprendre l'anglais. Trop bien. Et là, il me fait... j'ai été hyper étonnée, mais j'ai trouvé ça génial qu'il me soutienne. Il me dit, ok, tu travailles pour payer ton billet d'avion et le reste, je financerai là-bas. Ok, cool. Et donc, effectivement. Et donc, t'es partie au Canada. Je suis partie au Canada pendant seulement 6 mois. Ok, à Toronto. Bon, le problème aussi, c'est que tu te retrouves dans une école où il y a beaucoup d'étrangers, dont en fait, parce que c'est une école de langue, dont des francophones. Ouais. Donc en fait, tu matches avec les. Mais c'était une super expérience. Ouais. Et donc, tu as quand même boosté ton anglais. Ça m'a boosté mon anglais. Tu faisais quoi là-bas? Tu étais dans une école de langue? J'étais dans une école pour apprendre l'anglais. Ouais, et à côté de ça, je voyageais. Donc j'allais à Vancouver, j'allais à Toronto. Enfin voilà, j'ai vraiment Ottawa, Montréal. J'ai parcouru le Canada tout en ayant mes cours, et donc ça c'était vraiment chouette. Et je suis revenue de là en ne sachant toujours pas ce que je voulais faire. Ouais. Mais par contre, une certitude, c'est que j'adorais communiquer avec les gens. Okay. Et que je sentais un pouvoir de richesse, d'échange, de partage incroyable. Et donc, je me suis inscrite à l'IEX. Parce que quand j'avais été aux portes ouvertes, j'aimais bien l'énergie qu'il y avait. Et je me suis dit, école de com, quoi. Je vais pas me tromper, école de com. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait l'IEX. Ok, cool. Et quand je suis sortie de l'IEX après mes 5 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais ce que je savais aussi, c'est que j'avais un gros manquement en néerlandais. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut que j'aille un petit peu apprendre cette langue. Mieux, en tout cas, j'avais fait mes maternelles en néerlandais, mais mes parents m'avaient changé parce que je commençais à bégayer et j'avais des problèmes en français. Donc, ils ont préféré me remettre en français. Mais j'ai quelque chose, j'ai des souvenirs, et voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Et puis, je me suis dit, je vais faire public relations à Anvers. Trop bien. Et alors, un truc de fou, c'est que j'avais mon appart tout près du Diamond District. Et donc, tous les jours, je passais à travers ce Diamond District. Et ça va faire sens après aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je regardais les vitrines. Je me demandais, c'était un monde un peu particulier, fermé. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Enfin, c'était assez... mystérieux. C'était assez mystérieux. Donc là, c'était quelque part là. J'ai fait 3 mois là, et en fait, on m'a appelé, je me souviens, un jour de décembre, une copine qui était avec moi à l'IEX, qui me dit, voilà Aurie,
je t'appelle, je sais que voilà, t'es à Anvers, mais on sait jamais. Est-ce que ça te dirait de venir travailler sur un tournage? On cherche des gens. Et là, je fais ah oui, dis-moi en plus. Me dit voilà, c'est sur l'Argo Winch et on part à Charleroi. Trop drôle. Et ce serait que des cascades et tout. Et je fais what, ok. Et là, bon, je raccroche, je suis un peu perturbée parce que bon, je suis en train de faire public relations, mais c'est vrai que... Ouais, le monde du cinéma, mais surtout que j'ai fait mon stage, ça j'ai oublié de le dire, j'ai fait mon stage à l'IEX comme assistante de prod dans une petite production belge. Et ça t'avait plu? Et ça m'avait vachement plu, mais malheureusement, j'étais tombée, c'était 3 mois de stage, mais c'était tombé au moment où il n'y avait pas de tournage. Ah oui, d'accord. Donc j'avais eu des postes synchro, donc plutôt au niveau du son et tout ça. Il y avait 2-3 fois où j'avais été à Paris pour rencontrer des acteurs ou pour les... Mais c'était rien de concret et les tournages n'avaient pas réussi à... voilà. Mais c'était ça au départ qui m'attirait. Et donc là je me dis... en fait oui. Super. Et je vais voir donc... le mec à qui je loue mon appart, il me dit bah non mais fonce, vas-y, enfin tout se met méga bien. Génial. Et je crois en une semaine de temps, je me retrouve à Charleroi avec Thomas Sisley, Sharon Stone, des grands producteurs, et un plateau de tournage, on est 150. Wow. Et j'assiste à toute la partie cascade du film. Incroyable. Donc c'est des courses-poursuites en voiture, mais ça a été pour moi une expérience de dingue, vraiment. Mais évidemment. J'ai vu Sharon Stone. Oui, je me suis occupée de sa loge, j'ai parlé avec... Drôle, voilà, trop bien. C'est énorme, enfin Et évidemment, duo à ce moment-là de mes 23-24 ans, tout à les paillettes du cinoche, quoi. Voilà. Évidemment. Et là s'enchaînent des tas d'expériences de tournage. Ok. Donc pendant 2-3 ans, je suis sur des tournages et à un moment donné, je tombe enceinte. Voilà. Et ce qui est assez fou, c'est assez déterminant ce jour-là. Donc comme quoi le chemin de vie, l'univers, c'est assez incroyable parce que le jour où j'apprends que je suis enceinte, je dois faire un choix. C'est-à-dire que donc j'apprends que je suis enceinte. Quelques heures après, j'ai un appel du Luxembourg, d'un des plus grands accessoiristes d'Europe, qui s'appelle Manu Poupard, et qui me propose un stage rémunéré sur une série au Luxembourg, une coproduction franco-luxembourgeoise. Donc vraiment le truc à pas louper. Mais le problème, c'est qu'enceinte, tu peux ni manipuler de colle, ni peinture, les horaires aussi. Les tournages, tu commences à 3-4 heures du matin, tu termines à 11 heures du soir, tu changes de décor 3 fois par jour, tu dois porter des choses hyper lourdes, voilà. Okay. Donc là, je décide de garder Marco, hein, et de ne pas aller vers ce travail-là. Okay. Parce que mon rêve sur les tournages, petit à petit, c'était de devenir accessoiriste. Donc c'est la seule personne du département décoration à être sur le plateau, donc et être en lien direct avec le scénario. Donc si il y a une scène de petit déjeuner, c'est moi qui vais émietter le croissant, qui vais disposer. Oui, c'est rigolo. Ouais. Donc voilà, moi j'aimais bien ce lien-là. Et donc je me retrouve enceinte, écartée des tournages, et là je me dis je vais essayer de trouver une école d'accessoires, de quelque chose comme ça, quoi. Et donc je fais mes recherches et je tombe sur école de la parure et de l'accessoire à Bruxelles, aux Arts et Métiers. Et en fait, c'est la bijouterie. C'est comme ça que se nomme l'école, école de la parure. Mais en fait, c'est la bijouterie. Et donc, je vais à l'examen d'entrée. On a des petits tests, que je réussis. Et voilà, il commence mon histoire, quoi. Ok, super. Et donc là, je commence la bijouterie et j'accroche, quoi. Ouais, j'accroche. Mais donc je me retrouve en fait à continuer à travailler sur des tournages, à allaiter Marco, à aller en cours du soir
aux arts et métiers. Et donc voilà, ça devient compliqué. Bah et oui. donc je décide de plus en plus à travailler sur les tournages de manière épisodique, quoi. Voilà, c'est ça. Souvent, ce qu'on appelle en renfort. Donc tu vas faire 1 ou 2 jours, mais tu vas jamais faire les 10 semaines de tournage. Quoi, ouais. Mais est-ce qu'il y a du sens avec ta vie de maman? Voilà. Et à ce moment-là, ça me permet de commencer un peu à chipoter et à créer. Voilà. Donc du coup, j'ai du temps. J'ai Marco aussi qui me prend quand même pas mal de temps. Et j'ai ces renforts dans le tournage qui me permettent quand même d'avoir un peu de sous. Donc voilà. Mais il y a un moment où tu lances quand même. Oui, et puis il y a un moment donné en fait où ça n'a plus de sens pour moi d'être sur des tournages. J'ai plus envie d'être là parce que je culpabilise par rapport aux enfants. Enfin voilà, parce que ça devient ça devient compliqué. Et donc clairement la bijouterie devient ce pourquoi je me lève le matin. Super. Et en fait c'est grâce aux rencontres que je fais que en fait tout va couler naturellement, quoi. Cool. Je rencontre très vite la créatrice Vanessa Hartz qui m'ouvre son atelier et en fait je me rends compte à ses côtés que c'est pas les cours dont j'ai vraiment besoin, que c'est en fait c'est expérimenter, c'est travailler encore et encore, et c'est comme ça en fait que c'est en faisant, c'est en créant que tu apprends en fait. Aujourd'hui, ta marque, tu la définirais enfin l'identité de ta marque en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, sens, lien et symbolique. Cool. Du coup, ça me permet de rebondir immédiatement sur justement le projet qui est, je pense, central aussi dans ton activité aujourd'hui, le projet Embrace. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Embrace, donc j'ai lancé ce concept maintenant il y a 3-4 ans. J'avais eu déjà l'idée quand j'avais commencé la bijouterie. J'aimais pas que tous mes fermoirs, j'adore les bijoux qui sont assez épurés, et donc tous mes colliers, le fermoir venait devant et en fait volait un peu la vedette du pendentif. Et donc très vite je me suis dit mais il faut que j'invente un truc pour que le fermoir ne prenne plus cette place-là. Donc j'ai commencé à chipoter, à trouver des fermoirs, je sais pas si tu vois, en cylindre, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, qui font un peu la continuité des chaînes, mais alors ça se défaisait, enfin voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce serait bien de souder la chaîne sur la personne, quoi. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, et là, j'ai vu, malheureusement, que je n'avais rien inventé, que ça existait déjà aux États-Unis, à New York, et donc là c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis au moment juste avant le Covid, je vois que 2 Italiennes lancent ça en Italie, et je me suis dit mais maintenant il faut que j'y aille, quoi. Et donc en lançant ça, je me rendais pas compte à quel point en fait j'allais recevoir autant d'histoires d'amour. Vas-y, raconte-nous les histoires derrière Embrace. C'est vraiment, on vient célébrer. Donc déjà, c'est une expérience. Parce que tu viens, je partage avec toi un moment. Voilà, on se raconte. En fait, c'est hyper intime, quoi. Parce que les personnes viennent sceller une histoire, leur histoire, qui sont en fait toutes des histoires d'amour. Et donc, moi, il y a une histoire qui m'a un peu bouleversée, qui date il n'y a pas si longtemps. C'est une maman qui vient avec ses 2 filles célébrer la fin de sa chimio. Et donc, ça, c'était un moment hyper émouvant. Voilà, elles m'ont fait part d'une histoire d'amour, quoi. C'est vraiment... C'était vraiment intense. Il y a 2 autres personnes que j'ai scellées qui m'ont aussi beaucoup touchée. C'était une grand-mère et sa petite fille. Bon, sa petite fille qui a quand même 18 ans, mais voilà, c'était un super beau moment. Et elles ont scellé le même bracelet ensemble? Elles ont scellé le même bracelet ensemble, et donc voilà, c'était un
un super chouette moment. J'ai souvent aussi des amoureux. Enfin voilà, célébrer la naissance d'un enfant. Ouais, tout à fait. Aussi un porte-bonheur. Voilà, tu te donnes à toi-même de l'amour, de la force pour voilà. Pour peut-être resituer un peu ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent. C'est donc en effet sur rendez-vous, les gens viennent vers toi, ils ont le choix entre plusieurs bracelets, plusieurs chaînes, plusieurs maillons. Si je ne me trompe pas, au niveau des prix, on est au-dessus de 230 €. Voilà, c'est ça. Voilà. On commence à 230 jusqu'à 400, 450. Voilà. Et c'est en or 18 carats. J'insiste sur le 18 carats. Bien sûr. Parce que ça permet d'être assez solide. Ouais. Je pourrais éventuellement faire du 14 ou du 9 carats, mais ça ne tiendrait jamais dans le temps. Et encore moins de l'argent. Voilà, parce que j'ai souvent la question, mais tiens, est-ce qu'on peut le faire en argent ou on peut le faire en 9 carats? Voilà, c'est trop mou. Donc, et en effet, et c'est donc fin. C'est très épuré. Et ça reste donc pour toujours. Et donc Oriane scelle, soude. C'est ça. Voilà, c'est un bijou de peau. C'est comme un tatouage. Exactement. Sauf que ça fait pas mal. Ça fait pas et que c'est hyper joli. Et ça reste pour toujours. Moi, je me souviens que les questions que j'avais, et je me dis peut-être que les gens ont ça qui nous entendent, c'est quid de l'aéroport déjà. Donc l'aéroport, il n'y a plus. Tu dois plus enlever tes bijoux. Donc la montre encore, mais pas le bijou. Là, non, le bijou, tu dois plus. Tous tes bijoux, tu peux les laisser. Tout ce qui est IRM, radio, scanner, opération, ça passe. Non, alors opération, pas. Ok, attends, excuse-moi. Alors, IRM, scanner, radio, ça passe. Ils ont même des espèces de sparadrap sur lesquels ils mettent le bracelet en dessous. Et souvent, il faut bien préciser que c'est de l'or 18 carats, ça passe tout à fait. Ok. Mais par contre, l'opération, t'allais dire. L'opération, là par contre, et je ne vous souhaite pas évidemment d'avoir une opération, mais généralement, il faut tout enlever, vernis, tout. Et là, à ce moment-là, même si tu te fais opérer le genou oui, voilà. Moi, je me suis fait opérer du genou justement l'année passée. Et j'ai pu négocier en disant que c'était mon concept et tout. Et ils ont été hyper cool. Ils m'ont dit, mais bon, s'il y a à un moment donné une urgence, ils ont besoin d'accéder à ton poignet sans doute pour l'intraveineuse ou enfin voilà. Oui. Et donc du coup, à ce moment-là, ils coupent tout. Oui, ils coupent tout. Okay. Mais je le recèle sans aucun souci. Voilà. Oui, ça se ressoude au pire. Tout à fait. Ok, super. Non, mais je pense que c'est des petits détails pratiques qui sont intéressants. Des détails importants, Mais c'est chouette. Aujourd'hui, c'est quoi les moments clés de ce lancement de projet ça a été en fait le Covid, je pense. Là, je me suis dit que forcément, on se retrouve un peu avec soi-même, on se pose un peu des questions sur le sens de plein de choses. Bien sûr. Et là, je me suis dit, il est temps pour moi de me lancer. Et puis, j'avais aussi, je pense, cette envie naissante parce que mes enfants commençaient à avoir l'âge d'être autonomes, au fait. Bien sûr. Et en fait, le fait de lâcher un peu mes bébés et de vraiment de me concentrer sur moi, pour moi ça a pris sens à ce moment-là. C'est chouette. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à réfléchir niveau com et tout ça. Pour moi ça a été compliqué parce que se mettre en avant, comment on fait un site internet, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je communique. Au début je voulais vraiment tout contrôler. Et aujourd'hui, j'apprends petit à petit à déléguer. Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne peux pas à la fois créer, faire mes embrace, donc être derrière l'établi, communiquer, c'est sûr. gérer la trésorerie. Enfin, c'est impossible d'avoir toutes les casquettes. Et donc là, j'apprends à déléguer. Donc par exemple tout ce qui est com, maintenant j'ai deux super chouettes nanas qui m'aident pour ça. D'ailleurs on te retrouve sur ta page Instagram ODM _Jewels. Voilà. Cool. Et voilà, et de maintenant me concentrer plus sur le lancement en tant que tel, parce que ça met du temps. Du temps. En fait c'est un process. Justement, ça permet de rebondir sur ma question d'après, qui est justement, c'est quoi tes défis aujourd'hui
Donc c'est justement, c'est grandir mais rester petite. Moi, c'est hyper important que ça reste moi qui accueille les personnes, qui partagent ce moment avec elles et qui scellent. Parce que grandir pour en fait perdre le sens même de mon concept de base, je le veux pas. Okay. Donc je veux grandir. À taille humaine. Ah, voilà, à taille humaine. Et à ton rythme à toi. Voilà, c'est ça. Ouais, super intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui démarre une activité d'entrepreneur dans le bijou? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Se faire confiance. Ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué, moi, je pense, à moi. C'est de se dire qu'on a une petite voix intérieure et qu'il faut lui donner la parole. Parce qu'on sent les choses et je suis sûre que le chemin va se faire, mais c'est par là qu'on commence. Se faire entourer des bonnes personnes et de vouloir faire les choses petit à petit. De ne pas perdre patience. D'y aller step by step. Voilà, step by step. Et ça, je pense que c'est pour tout. Bien sûr, d'écouter ce que les gens ont à dire sur ton projet, mais de savoir faire le tri aussi. Parce que tout le monde va avoir chaque fois un avis sur tout. Et c'est vrai que t'es vite, quand t'es toute seule, à dire oui, c'est vrai, en fait, non. Ça peut un peu te tirer vers le bas. Ça peut un peu te tirer vers le bas. Ça peut t'apporter du positif, mais il faut rester prudent, ça peut t'attirer aussi vers le bas. Et donc, j'ai envie de dire, vraiment, faire les choses step by step, s'entourer des bonnes personnes, savoir déléguer aussi. Et s'écouter. S'écouter. Et oser. Voilà. C'est bien dit, c'est des super conseils. De quoi tu es la plus fière, du coup, toi, aujourd'hui? De mon parcours, je pense, parce que j'ai quand même un parcours un peu atypique. C'est chouette. Je viens du cinéma, j'ai fait l'IEX, j'ai un peu voyagé, et puis aujourd'hui, je suis en train de vivre de ma passion et de lancer un concept qui a du sens et qui permet de célébrer l'amour. Donc voilà. C'est super, c'est un beau parcours. Ici, avec We Love Belgian Brands, on parle de la mode belge. C'est quoi pour toi la mode belge? Alors, la mode belge, pour moi, c'est l'humilité. Je trouve que les Belges ont énormément de talent, mais sont très humbles par rapport à ça. Absolument. Je trouve qu'il y a une proximité aussi. Je pourrais très bien aller, par exemple, je sais pas moi, les filles à papa. C'est deux nanas que j'aime vraiment bien. Je pourrais très bien aller leur envoyer un message et communiquer avec elles. Enfin voilà, je trouve que les gens sont hyper accessibles et humbles. On se la pète pas trop. Enfin, je sais pas, il y a et on peut être fiers de nous, quoi. On a un petit pays, mais on a des grands talents, quoi. Et je trouve qu'on a une belle âme aussi, quoi. Souvent, d'ailleurs, quand on voyage, au-delà des créateurs et des marques belges, je trouve que humainement parlant, quand on voyage, souvent c'est « Ah, mais vous êtes belges, mais vous êtes géniaux, on vous adore. » Je trouve qu'on a une chouette vibe, quoi. C'est vraiment, on est apprécié et je trouve qu'on peut vraiment être fiers de nous, quoi. Tout à fait d'accord. ODM Julius, c'est une marque belge. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire alors pour toi? D'être belge, c'est d'abord je suis fière de mon pays, comme je disais, d'être fière d'être belge, des talents qu'il y a. Mais oui, de venir de ce petit pays et de faire des grandes choses. Et de faire des grandes choses. Ouais, tout à fait. Ok. C'est ça. Ouais, c'est chouette. Et donner du sens à ce que tu fais, je trouve que c'est aussi, aussi dans l'ADN de ce pays, de la culture belge. Est-ce qu'il y a des gens justement dans la mode belge que tu trouves inspirants et que tu souhaiterais écouter à ce micro? J'aime bien les filles à papa d'ailleurs. J'allais dire les filles à papa parce que leur parcours, elles sont là depuis longtemps en plus. De Liège, tout à fait. Je sais pas si tu as déjà fait aussi Valentine Whitmer. Non, bonne idée. Je l'aime bien aussi. Enfin, j'aime bien son parcours. J'aime bien sa patte et sa trame. Les filles de Ham aussi. Voilà. Super. Et alors, je pense que c'était une créatrice, Marine de Saint-Hubert.
que tu as... Sarah de Saint-Hubert. Sarah de Saint-Hubert, ouais, pardon. Que j'ai déjà interviewé. Ouais, Sarah de Saint-Hubert, ouais. qui a répondu, je trouve... d'ailleurs, elle parle super bien. Ouais, elle est super. Ouais, à fond. Elle a dit toi. Ah oui, c'était trop mignon. Ouais, et je la rejoins. Ah, t'es mignonne. Ouais. Ok, bon bah pourquoi pas. Ouais, parce que je trouve que déjà, dans le fait de venir toquer chez les créateurs de petits ou de plus grands renoms, de venir nous partager tout ça, je trouve ça hyper enrichissant. Et en fin de compte, je pense que toi, en fait, t'as beaucoup de choses aussi à nous dire. C'est mignonne. Et donc voilà. Donc, bah écoute, peut-être un jour je me ferai interviewer, je sais pas comment et pourquoi, mais enfin si pourquoi je peux comprendre, mais je garde l'idée en tête, c'est gentil en tout cas. I take it as a compliment. Et super, bah écoute, un grand merci pour cet échange. J'ai adoré en effet ce parcours de cinéma avec cette maternité, comme souvent la maternité qui vient nous chambouler, mais aussi nous montrer... nous donner de la force et nous amener en fait là où en fait on ne pensait pas aller. Vers d'autres chemins en fait. Tout à fait. Ça nous enrichit forcément. Tout à fait. Et voilà, de suivre notre instinct. Ouais, tu l'as dit, c'est la première chose que tu as dit dans tes conseils et je trouve qu'on oublie ça souvent. De savoir se faire confiance, d'écouter son intuition. Et de vraiment, parce qu'on est pollué forcément par plein de choses, par les angoisses, la peur, mais qu'est-ce que tu ressens toi au fond ? Parce qu'en fait c'est ça qui va s'aligner, c'est ça qui est juste, c'est ça qui va t'amener là où tu vas aller. Absolument. C'est ça qui va être l'essence de ton moteur. Bien sûr. Et je pense que quand on sait pourquoi on fait les choses et qu'elles ont du sens pour soi, du coup... ça ne peut que bien aller, quoi. Et puis du coup, on avance. Tout à fait. Du coup, on fait les choses. Tout à fait. Parce que dans toute activité, il y a des choses chouettes et des choses pas chouettes. Mais si on sait pourquoi on les fait et que ça a du sens et qu'on est drivé par cette joie, par cette intuition... Par ce feu intérieur. Vraiment. Cool. Super. Merci en tout cas Astrid, je suis vraiment honorée d'avoir pu c'est vrai que moi j'adore ce projet, c'est vrai que ce feu intérieur, je trouve que tu l'as, j'aime bien. Et quelque part tu nous mets tous en lien. Parce que du coup on est forcément tous à s'écouter aussi. Et c'est non seulement inspirant mais c'est hyper enrichissant. On se rend compte qu'en fait on est tous là et j'ai vraiment envie de prendre contact avec des créateurs déjà que tu as déjà pu interviewer. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce que les gens peuvent se faire sceller un bracelet cheville, bracelet poignet, collier aussi. Alors, tour de taille. Donc moi mon atelier est situé au Châtelain à Bruxelles. Mais je fais beaucoup de collabs, donc il suffit de me suivre sur ma page Insta odm_joels ou aller sur mon site internet Oriane de Munter Joels. On peut prendre rendez-vous et voilà, et on trouve une date. Je peux aussi venir chez les gens. Enfin voilà, c'est vraiment c'est du sur mesure, quoi. C'est ça, et c'est ce qui te plaît aussi dans ce projet, cette liberté, ce contact humain, cet échange. En tout cas, moi, je l'avais vraiment ressenti. Donc, super. Merci beaucoup. Merci Astrid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram @love_belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.